On commence à taper à 8h45. Ça fait 15 minutes que je perds mon temps à attendre que Vincent soit prêt à son esti de podcast. Parce qu'on était seté pour 8h30. Fait que je suis de mauvais poil en commençant. Mais je suis gentil. J'y ai starté le bon sujet pour commencer. Ouais. On va lui montrer à Prof Geloso c'est quoi de l'efficacité un peu pour une fois, sacrément. Mais je pense que ce podcast-là serait pas ce podcast-là s'il n'y avait pas le traditionnel. On commence en poivrant, Vincent. Ah. Hey, salut tout le monde, bienvenue au Trio économique. Aujourd'hui, gros menu, nouveau projet de loi. Ta maison, c'est pas ta maison. Non, écoute, c'est un peu capoté quand tu y penses. On a un nouveau projet de loi sur l'expropriation. Puis on nous présente ça comme on veut vraiment respecter la capacité de payer des contribuables. Non, on veut fixer les prix. Puis si jamais les gens contestent, c'est pas un problème. On peut commencer les travaux pareil. Puis, je veux dire, tous les pays de cul dans l'histoire de l'humanité, une des choses qu'ils ont en commun, c'est de ne pas respecter le droit de propriété. Aujourd'hui, on revient à la base. C'est quoi le libéralisme? D'abord et avant tout, c'est le droit de propriété. Si je veux vraiment mettre Vincent de mauvaise humeur, je pourrais commencer avec l'intervention de Mme Guilbeault qui annonce les détails de son projet de loi, mais sinon, on peut y aller. Ça dépasse. Non, vas-y avec ça. Vas-y Ah, avec ça, ouais, comme ouais, ça. alors. Écoute, tant qu'à me faire chier. Non, c'est ça. Mais juste avant, on va expliquer que Vincent Oui, va c'est prendre vrai. un congé. Il travaille Oui. fort dans son année universitaire. Vraiment fort. Fait qu'il a besoin d'un mois de Je travaille vacances. aussi fort Trio que Samuel Poulain. Excuse-moi, j'ai pas pu résister. C'était Trop facile. C'était trop facile. On va juste. C'est magique. Oh, Samuel Poulain, cet homme qui fait 70 heures semaine dans la FADOC. Ouais. Oui, fait que vas-y, mais après, il faut que je fasse une joke. Puis, Ouais. Fait que tout ça pour dire qu'il va y avoir 4 semaines en ligne où est-ce vous n'aurez pas de trio économique. Donc, vous pourrez prendre le temps de rattraper tous les anciens podcasts. Je veux dire, il y en a quand même au-dessus de 90 maintenant. Là. Fait que ne pas me faire croire que vous êtes à jour et que vous avez tout écouté. Puis si vous les avez toutes écoutées en version gratuite puis vous en voulez plus, vous avez votre chance de vous abonner au Patreon parce que vous le savez, on fait toujours entre 30 et 60 minutes supplémentaires à chaque podcast qui est disponible uniquement sur Patreon. Et ça tombe bien, vous avez maintenant un essai gratuit de 7 jours si vous voulez l'essayer. Donc, si vous êtes en manque de Vincent, sérieusement, je ne peux même pas croire que ça vous arrive pour vrai, mais bon, il y a des gens louches dans la vie. Si vous êtes en manque de Vincent Geloso pour les 4 semaines qui va prendre des vacances après cette éreintante oui, écoute, année c'est un scolaire, sexe symbole, apparemment. ben vous pourrez avoir 7 jours gratuits sur Patreon pour aller chercher les extras Patreon du trio économique. Vincent, vas-y avec ta joke, ça doit être terriblement bon. Ben, c'est pas tant une joke que quelque chose qu'il faudrait qu'il soit fait. Parce que, je veux dire, être professeur d'université, je travaille plus que la plupart des profs, là, de beaucoup, puis je suis très fier de la productivité que j'ai comme chercheur. Mais en vous écoutant le podcast hier, je me suis dit qu'il y a un article scientifique à écrire. Puis je vais partir avec un des articles les plus connus qu'il y a eu dans les dernières années. C'était des chercheurs à Harvard qui ont envoyé des lettres à des agences gouvernementales dans plusieurs pays. Et ce qu'ils étaient intéressés, c'était combien de temps ça allait prendre. Il y avait une fausse adresse ou il y avait une fausse personne. C'était combien de temps ça allait prendre pour la lettre de revenir. Puis ce qu'ils voulaient savoir, c'est le temps que ça allait prendre pour le temps de retour. Ça allait mesurer la qualité des institutions. Et en fait, quand on remarque, le temps de retour des lettres, c'est un corrélé très fort de rule of law, protection des droits de propriété, liberté économique, largement parce que ça te montre que les États qui sont capables de faire certaines choses sont des États de meilleure qualité. Moi, ce que je me suis dit, c'est que ça serait le fun d'envoyer une lettre à chacun des courriels à chacun des 125 députés et voir le délai de réponse à ces courriels. Il faudrait que ce soit un courriel d'un sujet local. Donc, tu peux avoir tu peux même demander à ChatGPT de générer un courriel. Puis tu lui pour être envoies. sûr que ce ne soit pas quelque chose qu'il ignore, qu'il n'a pas l'impression qu'il fait affaire avec un adversaire politique ou quelque chose Exactement. de même. Il faut que ce soit une requête, une requête qui est sincère d'un citoyen local. Et là, ce que tu fais, c'est que tu demandes
Et là, tu calcules le temps d'une réponse à ta question, qui devrait être une question relativement facile aussi à répondre, que toi, tu pourrais même répondre par Google, voir combien de temps ça prend à répondre par le Hey boy. staff. Tu me donnes Puis après quasiment le ça, goût de de le faire faire. ça 2 ou 3 fois pour avoir un échantillon un peu plus large que 125. Et là, tu mesures les temps de réponse. Mon Je me demande prior, si les grandes plantes vertes seraient les plus réactifs. C'est Ben sûr que écoute, Martine Biron n'est pas dans la course. Elle, c'est écoute, sûr, sûr, sûr. j'en ai écrit une, moi, il n'y a pas si longtemps que ça. Ben, il n'y a pas si longtemps, le 19 avril, à mon député, M. Drainville. T'as écrit à Bernard Drainville, Bien c'est sûr, vrai. j'ai écrit à Bernard Drainville. Attends un peu, c'est quoi que t'as j'avais du temps à écrit? perdre. Moi, la seule raison que je ferais ça, c'est pour écrire un article C'est sûr, scientifique à partir de ça. c'est sûr que j'ai signé. En fait, c'est la marque de courtoisie à la fin. J'ai écrit Veuillez agréer respectueusement de mon exaspération la plus totale. Oh, mais ça, tu n'auras pas de réponse. Non, ça, c'est sûr. Tu n'auras jamais une réponse. Oh non, je m'en doute. Mais ils n'ont même pas de système d'accusé de réception. C'est ça qui est quand même intense, là. C'est tellement dur. C'est tellement dur d'écrire ça, là, d'aller dans tes paramètres, dans ton courriel, puis de mettre un message automatique avec des dates. Là. Ouf. Puis, tu Moi, je sais, fais je veux même pas dire, ça Ouais, quand ouais. je suis en vacances. on sort d'une pandémie où est-ce qu'il y a une tonne de citoyens qui demandaient des informations à leurs députés puis qui se faisaient pas répondre, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, si vous étiez utile à quelque chose, les plantes vertes, c'était là, là. Calmer le jeu, encourager les citoyens, leur donner une tape dans le dos, tu sais. Non, mais je te garantis que le temps de réponse va être très long, Ouais. puis qu'il y aura même un haut pourcentage. Puis c'est pas juste contre Samuel Poulain, là, c'est juste parce que pour Oh moi, non. Samuel Poulain, pour moi, c'est le député médian. Euh, Médian, et- shit. T'es généreux. médian dans le bas quartile. OK, fair enough. Là, tu parles mon langage. Ah, OK. c'est ça. Mais disons qu'il ne me frappe pas comme étant particulièrement intéressant, mais je suis convaincu que le député médian lui-même va. C'est mon prior, là, que le temps de réponse serait qu'il n'y a jamais de réponse. Il n'y aura même pas d'accusé de réception. Je suis vraiment convaincu que la plupart des députés ne répondent pas à des questions sincères de la population des citoyens. Ils vont Non, non. répondre par contre si. En fait, ça, c'est Ouais, surtout le cas aux États-Unis. Les députés le plus clair de leur temps, aux États-Unis, ils travaillent comme des débiles, mais Les c'est pas parce qu'ils représentants. sont sur des comités, ouais, avec des représentants, mais c'est pas parce qu'ils sont en train de faire du rencontre de terrain, c'est parce qu'ils sont toujours en train de faire du fundraising. Ouais. Le fundraising aux États-Unis, parce qu'il n'y a pas de limite sur le maximum, ils sont. En fait, je suis pas mal sûr qu'un congressman de New York ramasse plus d'argent que le Parti libéral du Québec dans un mandat de 2 ans que le Parti libéral sur 4 ans. Je te Ouais. garantis. Écoute, il y a des campagnes de Ouais, c'est représentants, permanent. c'est des 3-4. Des fois, il y a des 3-4 millions qui sont dépensés par les députés sortants. Donc, tu sais, Ouais, ouais. ils travaillent fort, mais ce n'est pas du travail législatif, ce n'est pas du travail organisationnel, c'est purement du travail de logistique de la prochaine campagne. Non, Fait que, ben tu c'est sais, surtout que tu mets en opposition ce qu'ils disent qu'ils font et ce que les gens qui nous témoignent disent qu'ils font en réalité, puis il y a comme un fossé immense entre les deux, là. Tu sais, littéralement, tout le monde nous dit qu'ils écrivent à leurs députés, ils n'ont jamais de réponse. Ils ont demandé de l'aide pour avoir de quoi dans leur comté, ils n'ont jamais de réponse. Et eux, ils les écoutent parler, puis oh non, on accompagne des centaines de citoyens chaque semaine dans des demandes. T'es comme, quel citoyen, genre, qui? C'est qui ça mais c'est exactement? parce que, mais en même temps, les députés ne peuvent pas faire grand-chose non plus Ah au non, ça, c'est niveau. pas vrai, par exemple, Vincent, sérieusement. Quand les députés prennent un dossier en charge, tu sais, souvent, les citoyens vont avoir de la misère avec la fonction publique dans certains dossiers et tout ça, puis Ouais, ça ou peut vraiment être débile, là. juste orienté à la bonne place, là. Puis quand le député te prend en charge sur un dossier qui est important, qui est complexe, ça accélère le traitement d'une manière assez importante. Tu sais, ils ont Ouais, déjà eu un mais impact, là. non, je ne suis même pas convaincu de ça parce que le député va choisir les dossiers sur lesquels il pense qu'il va avoir une influence. Fait Ouais. que, tu sais, quand tu dis euh, qu'il aide les citoyens, mettons qu'il y a 100 dossiers qui arrivent, je te garantis qu'il y en a peut-être 90 qui sait qu'il ne peut rien faire, fait qu'il ne fait rien. Après ça, il va prendre les 10 qui sait qu'il y a une influence, puis là, il va les mettre de l'avant, puis il va dire regarde, j'ai aidé ces gens-là, je les ai aidés. Mais c'est parce que tu savais que tu avais une information d'un Ouais, ouais. insider, Ah tu Ah non, c'est savais clair. comment le faire. Fait que tu as pu mettre le doigt sur le crayon, mais en réalité, c'est parce que tu connaissais mieux la game que eux, puis tu as choisi les dossiers que tu as poussés. Mais tu sais,
oui, d'accord, il en pousse une coupe, mais je ne suis pas convaincu qu'il pousse très, très fort. Non, Des non, trucs je suis d'immigration, par exemple, je ne pense pas qu'il pousse très, très fort sur le crayon. pas Puis il faut convaincu. dire une affaire aussi, c'est qu'au Québec, contrairement aux députés fédéraux, au Québec, les députés, je me rappelle plus c'est combien, mais je sais qu'ils ont tous un budget discrétionnaire. Fait qu'eux autres, ils distribuent des chèques pour se faire voir dans des organismes de charité / événements Ouais. de financement. Puis, fait que, tu sais, ils sont là, hey, sérieusement, on est très présent dans le comté, on a financé telle affaire. Tu sais, c'est pas votre argent, là. Tu sais, je veux Ah, c'est dire, la poudre aux yeux. Là. toutes les photos que vous prenez dans une année pour les organismes de charité / communautaires que vous avez aidé à financer, ben, en bout de ligne, c'est juste que vous avez fait des choix orientés vers ce que vous vouliez avoir comme résultat de votre côté, là, tu sais. Tu sais, moi, je me rappelle, dans le temps de Bellechasse, il y avait des événements de financement, puis la députée, on la voyait toujours apparaître dans un événement, puis 15 minutes après, elle était repartie. Ce qui était important pour elle, c'est d'avoir eu sa photo, là. Tu sais, je veux dire, es-tu vraiment en train de faire de quoi qui est utile tant que ça? Tu sais, je veux dire, oui, les gens qui sont à l'événement sont contents que tu aies donné le chèque, mais je veux dire, si c'est pas eux qui auraient eu le chèque, c'est l'organisme communautaire juste à côté qui aurait fait la demande qui aurait eu le chèque, là. Ben, Oui, écoute, puis voulez-vous que je vous lise un commentaire qu'on a eu hier d'une auditrice sur le Patreon, puis après ça, on va passer au Ah oui, sujet. c'était bon, ça. Le whip en chef, vous ferez vos recherches, savoir c'est qui, et mon député. Cette semaine, il braille qu'il ne voit pas sa mère. L'autre fois, il braille à cause des voitures du convoi qu'il klaxonne. Mais ça, juste cette Bref. affaire-là, là, de ce gars-là, dans le fond, c'est un extrait que Moret a passé dans son show. Ouais. OK? Le gars, grosso modo, ce qu'il a dit, là, c'est qu'à Noël, il s'est rendu compte que sa mère était triste. Puis la raison pourquoi il était triste, c'est que ça faisait presque 1 an qu'il ne l'avait pas vu parce qu'il travaillait trop. Puis lui, ce qu'il expliquait, c'est que sa job était vraiment difficile parce qu'il y avait comme 17 ou 18 municipalités dans son comté. Puis ça veut dire qu'il y a 17 regroupements de FADOC, qui est l'âge d'or, grosso modo. Puis il faut qu'il s'occupe de ces organismes-là. Puis il y a beaucoup d'activités reliées à tous ces FADOC-là, puis ainsi de suite. Tu sais. Là, tu es là, tu te dis, crime, tu passes ton temps à FADOC, mais tu vas pas voir ta mère. Puis tu trouves, ben, tu c'est essaies de juste faire croire aux gens que tu travailles trop. Ben là, écoute bien ça, comment il travaillait c'est fort juste un pendant vote. Écoute bien ça, comment il travaillait fort dans la soirée. Bref, il s'est pointé au souper de la FADOC vendredi passé. Ma belle-mère est allée avec mon beau-père, 50 $ pour les deux. Ben Chris, le bonhomme est arrivé à 19 h, bon dernier, et personne n'avait le droit de manger avant qu'il arrive. Fait qu'ils ont mangé frette pour 25$ chacun à cause de lui. Lui, il est arrivé 1 heure en retard, puis en plus, il s'est fait servir, mais pas les autres. Tout le monde devait se lever pour aller chercher leur bouffe. Donc, tu avais des petites madames avec des cannes, des petits messieurs qui tiennent pas fort debout, en ligne pour recevoir leurs légumes frettes. Ma belle-mère m'a dit plus jamais je vais là, j'aurais dû aller cracher mon dentier dans son assiette. Je m'excuse, ça valait quand même la peine d'être lu. Sur ce, moi, j'espère que les gens bénéficieront de l'aide de leurs députés qui travaillent 70 heures semaine lorsqu'ils seront victimes ou ciblés, plutôt, disons ça comme ça, d'un avis d'expropriation. Je suis sûr que quand vous allez appeler à votre bureau de comté, vous allez dire, excusez, je sais pas, je viens de recevoir une lettre qui me dit que j'ai 30 jours pour sacrer mon camp d'ici, ou je sais pas trop. Qu'est-ce que je fais? Et là, je suis sûr que ça va répondre au bout du courriel ou au bout du fil. Donc, on avait Mme Guilbeault qui nous annonce les détails de son affaire live. Oui, bonjour tout le monde. Quelques mots pour peut-être faire un résumé. C'est une belle nouvelle aujourd'hui, quoique un sujet quand même assez niché, je dirais, mais un sujet qui est très important. La loi sur l'expropriation, elle existe depuis 1973, donc depuis 50 ans. Et les dernières modifications importantes qu'il y avait eu à cette loi-là, c'est en 1983. Donc, ça fait 40 ans pile. Et ça fait longtemps que diverses instances, notamment les municipalités, les unions municipales, demandent d'avoir une réforme de la loi sur l'expropriation, de moderniser la loi sur l'expropriation. T'as-tu remarqué que ça vient pas des citoyens? Là? On est vraiment surpris. Non. On est vraiment surpris. En quoi c'est grave qu'une loi qui a 40 ans, où il n'est pas touché? Non, justement, attends un peu. On va finir sur ces niaiseries, puis on reviendra après avec les commentaires. C'est nous un engagement qu'on avait pris dans le cadre de la dernière négociation du pacte fiscal 2024 et qu'on a réitéré, là, notamment en campagne électorale, qui a été aussi discuté aux dernières assises de l'UMQ. On s'est engagé à réformer, à moderniser cette loi-là. Alors aujourd'hui, je dépose le projet de loi 22 qui vient modifier la loi sur l'expropriation. Il y a plusieurs technicalités là-dedans, mais essentiellement, je l'ai dit, on vient répondre à une demande répétée
répété, notamment de la part des unions municipales, des communautés métropolitaines. On est plusieurs à exproprier au Québec. Là. Il y a une liste d'instances qui ont le pouvoir d'exproprier au Québec. Nous, au gouvernement, au ministère, on a environ 1000 dossiers d'expropriation par année. Alors, donc, c'est beaucoup. Et donc, c'est ça. Ce qu'on vient faire, entre autres, c'est deux choses très importantes qui sont des modifications majeures et qui répondent aux fameuses demandes. C'est d'encadrer les indemnités d'expropriation. Auparavant, on avait des valeurs des indemnités qui étaient basées sur la valeur au propriétaire et donc qui tenaient compte, oui, de la valeur marchande, mais aussi d'un ensemble de notions connexes qui faisaient en sorte que la valeur au propriétaire devenait relativement subjective ou en tout cas était à la discrétion des tribunaux. Et donc, alors maintenant, on passe à une indemnité d'expropriation qui est basée sur la valeur marchande, qui est une notion bien connue, la valeur marchande, donc la valeur qui correspond à la valeur du bien sur un libre marché. Là, donc, alors, une notion assez courante. Donc, ça va permettre de venir encadrer la hauteur des indemnités d'expropriation. Et deuxièmement, on vient aussi jouer sur les délais parce que quand on parle d'expropriation, souvent, c'est pourquoi? C'est pour des projets d'infrastructure publique, beaucoup. Quand je dis que le gouvernement, on exproprie beaucoup pour des projets d'infrastructure. Il y a aussi toute la notion de la protection de l'environnement. Nous, au ministère des Transports, si je prends mon exemple, on fait beaucoup de projets et il y a cette... Bon, vous comprenez que... Tu m'as quand même fait toffer 2 minutes de Guilbeault. Mais... Ben non, mais je pense que ça, à le résumé, honnêtement, j'ai lu en diagonale là, des longs bouts du projet de loi, puis elle a quand même résumé pas mal ce qui est dedans. On peut-tu dire qu'en termes de communication, elle est sharp? Ça me fait chier de le dire. Oui, mais j'aime ça comment est-ce qu'elle a présenté la valeur comme une technicalité. Ouais, écoute. C'est une technicalité, mais c'est une technicalité majeure. Oui, puis le problème fondamental, c'est que malgré ce que les économistes disent, c'est que le problème, c'est que la valeur est subjective. Oui, c'est pas mal ça qu'on dit depuis longtemps. Parce que la valeur d'un bien, c'est pas la même chose pour tout le monde, dans le sens que c'est pas parce que 2 personnes transigeraient ce type de propriété-là à un tel prix que la valeur que toi, tu as personnellement pour ta propriété est la même. Si tu as un attachement sentimental à ta maison, tu es le genre de personne qui ne veut pas déménager, par exemple, c'est sûr que tu accordes une valeur plus grande mais que la valeur marchande. Le prix du marché, là, ce qu'on appelle le prix du marché, les gens pensent que c'est comme le prix d'échanger maintenant. Mais non, c'est le prix de la dernière unité qui a été échangée. Si moi, je n'ai pas voulu vendre personnes consentantes qui veulent échanger. Oui, en personnes consentantes qui veulent échanger. Si je n'ai pas voulu vendre à la valeur de la dernière unité vendue, okay? Donc la maison, c'était 300 000, mettons. Si je n'ai pas voulu vendre à 300 000, ça veut dire que pour moi, la valeur d'utilisation de ma demeure excède 300 000. Donc, la valeur de la transaction, parce que les gens, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que, puis ça, c'est un truc subtil en économie, c'est que l'offre n'existe pas. Il y a un petit cours des fois qu'on fait rapidement là-dessus, parce que ce que c'est l'offre, c'est que c'est ta demande de conserver. C'est-à-dire que si moi, j'ai ma maison, il y a 2 choses que je peux faire. Je peux la garder pour moi ou je peux la vendre pour une autre personne. Bien, l'autre personne, ce qu'elle a, c'est une demande qui compétitionne avec ma demande. Right? Ma demande de réservation. Si lui me dit qu'il est prêt à me payer plus cher que ce que moi je trouve pour le garder, bien là, ma demande de conserver ma maison tombe à 0. Donc, c'est un peu, c'est une petite technicalité. C'est pas un c'est pour ça qu'il y a une expression. Ici, on le voit super bien parce que la personne ne veut pas vendre sa maison. Ça veut dire que la valeur pour elle, c'est la valeur de conserver pour elle une propriété et le prix offert par l'autre partie est insuffisant pour compenser cette demande-là. C'est pas pour rien qu'on a une expression qui dit « tout le monde a son prix ». Dans le sens qu'à un moment donné, tu es dans une position où est-ce qu'il y a des gens qui disent « non, je veux pas vendre, je veux pas vendre, je veux pas vendre ». Mais là, à un moment donné, tu mets une offre sur la table, tu dis « ouais, OK, à ce prix-là, je commence à être parlable ». Tu sais, la série Yellowstone là, qu'il y a sur Amazon Prime est entièrement basée là-dessus. Le gars se fait offrir 500 millions pour son ranch. Il veut pas le vendre, sacrément. Y a-tu le droit? Bien, déjà, logiquement, dans le contexte qu'on a vécu là, avec les surenchères puis tout là, récemment, en tout cas au Québec, là, parlons du Québec, ceux qui n'ont pas mis leur maison en vente, c'est qu'à quelque part, dans leur calcul, là, soit la vie familiale ou whatever, l'offre qu'il y avait sur le marché pour le piole,
qui était plus que ce qu'il y aurait eu l'année prochaine ou que ce qu'ils auront peut-être l'année passée ou peut-être ce qu'ils auront l'année prochaine, c'était pas encore assez pour qu'ils décident de faire le move. Mais tu peux forcément calculer qu'à quelque part, si on avait rajouté un 100 000, un 200 000 de plus, peut-être que là, il aurait dit « Ouais, chérie, je pense qu'on est contre pas vendre. » Ouais. Mais aussi... là, la discussion... Mais là, sauf que dans une expropriation, le truc est forcé. Donc, par définition, la valeur marchande là-dedans, elle n'a rien à voir. Elle n'a rien à voir dans le truc. Mais l'affaire, c'est que même la valeur marchande, là il y a un truc technique ici qui est vraiment plate là, à dire, mais il n'y a pas de listing de la valeur marchande. Non. C'est comme si les gens pensent ça, là, fond, tu dis que c'est la valeur marchande. On ne le sait pas c'est quoi la valeur marchande en soi. On va y aller, on va dire, ben, pour des maisons comparables dans le quartier. Oui, mais la personne qui est en cause présentement ne voulait pas vendre. Non, mais oublie ça, là. Il n'y a pas un registre public de la valeur marchande. Tu donnes la discrétion à un juge avec des informations qui seront relativement imparfaites de déterminer c'est quoi la valeur marchande. Là, ce que la loi fait, c'est qu'elle donne au gouvernement provincial la capacité de déterminer c'est quoi la valeur marchande. C'était mieux quand c'était un juge parce qu'au moins le juge peut y aller au cas par cas. Et il n'y a pas de conflit d'intérêt. Il n'y a pas de jugé parti dans le truc. Mais c'est ça, il n'y a pas de conflit d'intérêt, mais le juge aussi a une capacité qu'un gouvernement niveau provincial ne peut pas. Il peut y aller au cas par cas et dire ouais, mais tu sais, sa maison à lui est sur le bord d'une rivière ici, il y a une belle vue derrière, il l'a bien entretenu, il a fait tel entretien. Je pense qu'on peut mettre la valeur marchande à. Je sais que la dernière maison qui s'est échangée dans le quartier, parce que tu sais, à Montréal, tu vas avoir beaucoup de transactions qui se font, fait que tu vas le voir, mais disons à la place que Yann ça avait son truc Airbnb, c'est où? J'ai oublié le nom de la ville. C'est Métabetchouan. Métabetchouan. Il ne doit pas avoir des ventes de maisons à toutes les semaines. Ben non. Fait moi, je me rappelle la dernière transaction, je suis sûr qu'elle a comme 1 an de vieux, puis c'est pas comparable pantoute. Fait que là, le juge, dans ce cas-là, si mettons tu étais exproprié, va considérer plein de facteurs locaux. Un bureaucrate à Québec n'a pas cette capacité-là. Fait que la valeur marchande, là, ici, techniquement, c'est même pas mesurable dans plusieurs cas de régions qui ont moins de population. Ce que tu viens de donner, c'est un chèque en blanc pour expulser des gens. Puis là, l'autre chose ici, puis ça, c'est la chose que je suis vraiment pompé, là, je suis vraiment un peu fâché, c'est quoi les projets? Pour quel projet? Ils ne veulent jamais spécifier les guidelines de projets qui peuvent se justifier à l'expropriation. Le cas le plus fameux d'expropriation aux États-Unis jusqu'en 2008, c'était Trump versus une madame à Atlantic City qui ne voulait pas vendre sa maison à Trump Casinos pour construire sur le bord de l'océan un casino. Puis elle ne voulait pas vendre. Trump a poussé avec la ville. Il a convaincu la ville d'acheter, d'exproprier la madame. La madame ne voulait pas vendre. Puis au final, quand dans les court transactions, ils ont découvert qu'elle demandait juste comme 50 000 ou 100 000 de plus. C'était quelque chose de même. Puis il ne voulait juste pas. Il voulait juste pas. Fait que ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé son pouvoir politique pour se limiter à un problème d'une madame qui ne voulait pas vendre sa maison. Le deuxième cas le plus connu, fait que là, tu sais, ici, le projet, c'est un casino. Je ne vois pas l'utilité publique, je m'excuse, d'avoir un casino. L'autre, c'était Kelo versus City of New London. Puis c'était une madame qui avait une petite maison rose et elle ne voulait pas vendre plus des gens dans son quartier. Il ne voulait pas être exproprié pour que la ville construise un parc commercial dans cet endroit-là. Et la ville a poussé pour et a exproprié ces gens-là. Ils ont fait vendre à la valeur marchande, mais il y avait comme 200 personnes qui ne voulaient pas vendre. C'était pour un centre d'achat. Le critère standard de pourquoi tu pourrais faire une expropriation, c'est est-ce que la chose qui est construite a des externalités qui sont importantes et que la communauté en général va bénéficier. Et le générateur d'emploi, est-ce que ça compte, par exemple? Non, ça ne compte pas. Ça compte pas. C'est bien qu'ils vont soigner l'environnement là-dedans, voyons, les gars. Non, mais l'environnement pourrait qualifier. Tu vas voir que le critère de l'externalité est beaucoup plus pertinent. Parce que le critère de l'emploi, tu peux créer des emplois avec un casino, mais le casino serait capable d'exister de manière
naturel. Donc, l'entrepreneur n'a pas de problème à faire payer des gens pour rentrer au casino. Donc, il n'y a pas de limite à son profit dans ce cas-là. Il n'y a pas une utilité publique. Les profits sont entièrement à lui. Privé. Donc là, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est une compétition entre deux personnes privées pour l'utilisation des ressources. Puis c'est la madame qui ne veut pas vendre qui dit qu'elle valorise plus que l'alternative. Ça veut dire qu'il y a d'autres solutions qui sont possibles. Par contre, si, disons, tu as un projet comme un barrage qui limite les inondations, aucun entrepreneur ou très peu d'entrepreneurs privés pourraient bénéficier, pourraient faire un profit à partir de ça en disant, il n'y aura pas un gars qui va se promener de place en place en demandant compensation, paiement pour avoir construit le barrage. Un exemple qu'on a vécu au Québec, c'est la ville de Sainte-Marie. Il y a des maisons qui sont près de la rivière qui inondent assez fréquemment quand même, des maisons qui sont difficilement assurables, des gouvernements qui interviennent souvent, qui sont avec des programmes d'urgence justement parce que les maisons ne sont pas assurées, des choses comme ça. Le gouvernement a fini par se tanner. Il dit, écoute, on vous exproprie vos maisons, on vous donne un montant, puis get out of the way. Et ça inonde trop souvent cette terre-là. Là, il y a des gens qui pourraient dire, ouais, mais il y avait du dragage dans le temps, on n'en fait plus, tout ça. Fair enough, OK? Ouais. Mais ça, je pense que de la situation que tu viens de décrire là, c'est un cas qui s'applique. Il y a eu des expropriations pour des causes de dans le coin de la baie, à la baie, si il y a eu un éboulement encore l'année passée avec des maisons qui sont tombées avec des glissements de terrain. T'sais. Moi, je pourrais comprendre qu'une MRC ou le gouvernement arrive et dise, ben là, ça fait 2 fois qu'il y a il y a eu des morts, puis tout, mais on décrète ce territoire-là comme dangereux. Puis, ça, c'est un cas d'expropriation qui a une justification, mais voici la raison pourquoi. C'est qu'il y a un gap entre le bénéfice social et le bénéfice privé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne peut pas être internalisé sans que l'État intervienne. Donc, par exemple, le barrage, de réduire les dommages à 300 000 personnes est tellement important, mais comme il n'y a aucune personne qui peut faire un profit à partir de ça, bien, il y a une certaine justification. C'est l'externalité en soi qui justifie est-ce que l'État peut faire un processus d'expropriation? Et dans ce cas-là, il y a un débat à avoir sur comment déterminer la valeur. Mais tu sais, exproprier pour une base militaire ou exproprier pour des barrages ou pour des forts ou pour des réparations de berges ou pour éviter des conséquences sur des tierces parties. Là, il y a justification très, très solide. Par contre, des trucs pour un centre industriel, un théâtre, un casino, un centre d'achat, c'est pas une justification. Puis la raison que c'est mauvais, c'est parce que les villes font un profit avec ça. Les villes ne font pas autant de profit avec les trucs résidentiels, par exemple, qu'ils font avec les trucs commerciaux. Fait que souvent, comme dans le cas de City of New London, que je mentionnais tantôt, c'est que la ville avait dit qu'il allait faire plus de revenus avec ça que s'il laissait les gens avoir leur maison. Mais là, au final, c'est juste la ville qui essaye de faire mal aux gens. Là. Ben écoute, juste dire 2-3 affaires là-dessus. Premièrement, ils sont très habiles dans leur manière de communiquer. Ils présentent le projet de loi comme étant de quoi qui va faire sauver de l'argent aux contribuables. Ben, c'est sûr, si vous baissez l'indemnité que vous donnez aux gens, conflit d'intérêt total. J'aurais pu continuer longtemps dans la vidéo, mais dedans, elle dit mettons pour le résidentiel, on estime ça va être 8 % de moins que les gens vont recevoir pour les trucs. Et deuxièmement, ils prennent toujours des exemples que tout le monde va se rallier autour. Si tu y réfléchis pas trop. Exemple, là, Mana s'est mis à parler. Ouais, ben c'est entre autres parce qu'il y a des vieux terrains de golf inutilisés, mettons, puis là, les municipalités sont pas capables de convertir ça en parc, puis telle affaire. Mais tu sais, ils prennent tout le... Ou t'avais un article dans le journal il n'y a pas longtemps, c'était l'histoire de, là, tu as un sénateur libéral multimillionnaire qui a des terrains dans le coin de Pointe-aux-Trembles ou je sais pas trop. Ils sont inutilisés depuis 50 ans. C'est pas normal qu'on puisse pas exproprier ça à juste prix pour faire un parc à chiens ou des patentes du genre. L'autre point, c'est quand tu parlais des usages, Vincent, qui sont faits de ça, puis je vais revenir au lien que tu as mis après dans le chat. Là. Tous les maires et les mairesses de la nouvelle mouture, là, écolo, socialiste, pas tant de choses. Là. Si vous ne voulez pas les qualifier de même, c'est moi qui le fais. Sont extrêmement contents de ce qui vient de se faire. Extrêmement, extrêmement contents. Et même Valérie Plante, elle explique à quoi ça va servir, ce truc-là.
La révision de la loi sur l'expropriation, je suis sur son compte Twitter, ça date d'hier, confirme que la voix des municipalités est entendue, pas des citoyens, des municipalités. C'est un geste fort pour offrir aux villes les moyens de leur ambition en matière de protection des espaces verts et de construction des logements abordables. Hey boy, ça, c'est pas bon, ça. Ça veut dire exproprier du monde pour faire des logements sociaux. Puis, C'est ça que ça veut dire. Là. une des choses, j'ai l'impression, qu'ils jouent beaucoup de leur côté pour faire passer la pilule de ce côté-là, c'est premièrement, les Québécois ont une méconnaissance de l'importance du droit de propriété dans notre économie libérale, première des choses. Deuxième des choses, Tu dis toujours que ça arrive aux autres, mais pas à toi. quand tu arrives puis tu as un certain projet, OK, puis mettons 10 propriétés à exproprier, généralement, les 7-8 premières propriétés, ça va généralement bien. Parce que tout le monde sont là, ah, tu m'offres ça, ah, écoute, fair enough, je suis rendu là dans ma vie, je prends ton prix, il n'y a pas de problème, j'ai pas l'impression que j'ai besoin de négocier. C'est des gens qui ne sont pas fins négociateurs non plus, ou peu importe. C'est toujours avec les 2-3 dernières que ça devient plus difficile parce qu'eux autres sont plus greedy dans un sens. Puis ça, les Québécois détestent les gens greedy là, à la base. Mais les 2-3 dernières, ceux-là qui accordent une plus grande valeur à leur propriété ou encore qui disent je vais essayer de faire une passe de cash, quelque chose qui est tout à fait légitime dans ma tête, ils se font voler leur maison. C'est un peu ça la game. Ben, ceux-là qui sont un peu plus greedy sont pointés du doigt comme étant les méchants dans l'histoire, alors que le Québécois moyen n'est pas capable de se rendre compte que le gouvernement est en train de dérober les citoyens de leur propriété. À la base, c'est un acte violent de faire ça. Ben, c'est une nationalisation, Ouais, en mais fait. dans Une ce cas-ci, expropriation. écoute, tu penses à la nature de mon tweet. Si ça, c'est la définition de conservatisme fiscal, les Français, lorsqu'ils s'en vont au Vietnam, qu'ils colonisent le Vietnam, puis qu'ils prennent la propriété des Vietnamiens pour des projets de défense de la France, c'était de protéger les contribuables. Je veux dire, écoute, à la limite, je peux même y aller avec un ad reductio absurdum, là, dans un ad reductio ad literium. Quand la propriété des Juifs était saisie, c'était une manière d'être conservatif fiscal en Allemagne pour justement financer la défense nationale. Je veux dire, ça, c'est parce que l'idée de. C'est pas parce que j'aime ces genres de ad reductio-là, c'est parce que si c'est ça ton critère, réalise qu'il n'y a pas de principe limitant aux critères. Parce que c'est ça la question. L'idée d'avoir un principe, c'est qu'il impose des limites à certaines choses. L'idée du principe que tu ne peux pas exproprier à moins qu'il y ait une externalité conséquente et importante pour la société de réorganiser une propriété privée dans une autre manière, donc pour un bien public, le principe est limitant. La limite, c'est est-ce qu'il y a une externalité? La limite est très bien établie. Si la limite, c'est il faut sauver de l'argent aux contribuables dans ce cas-là, il n'y en a pas de limite. Il n'y en a pas de limite. Tu pourrais dire j'ai le droit de prendre toute ta propriété puis construire ce que je veux avec. Comme ça, je n'ai pas à payer. Puis dans ce cas-là, le contribuable, j'ai sauvé de l'argent. Mais là, il n'y en a pas de limite. Mais en quoi c'est grave de payer 15 par-dessus la valeur marchande? En quoi c'est grave de payer 30 de plus que la valeur marchande pour convaincre quelqu'un de vendre? C'est quoi le problème? C'est que, non, mais je veux juste répondre à la question à Yann, c'est que leur problème, j'en ai parlé avec Simon Rochelot dans l'édito cette semaine, c'est que j'ai fouillé un peu la ville de Montréal pour, par exemple, l'agrandissement de la ligne pour la ligne bleue du métro. Ils ont un certain nombre d'expropriations à faire. Ils avaient évalué que ça coûterait à peu près 300 millions. Ils sont rendus à 1,3 milliard. Parce que le monde ne veut pas vendre leur propriété. Mais pas juste parce que le monde ne veut pas, parce que ça, c'est un des dispositifs qu'il y a dans la modification de la loi, c'est que quand il t'envoie ton avis d'expropriation, là, il y a un jugement qui est fait, il y a un montant qui est établi, mais à un moment donné, la ville, elle, là, ou le gouvernement, des fois, ça y prend 5, 10, 15 ans avant que ça vienne au fait. Entre-temps, toi, tu as le droit de rester là. Tu comprends? La valeur monte. La valeur monte. Donc là, toi, tu repasses devant le juge qui dit, là, écoutez, ça s'est fait il y a 10 ans, depuis les montants. Eux, ce qu'ils veulent faire dans le projet de loi, je n'y niaise pas, ils veulent caper le montant au moment où tu as reçu l'avis. Et non, ça, c'est pas correct. Ça, là, c'est vraiment l'incitation qui est donnée avec ça. Ça, là, il a fallu, quand tu as dit ça, je me suis dit, Frank a mal compris. Puis j'ai été voir, puis étant pas juriste, j'ai toujours besoin de confirmer avec des juristes exactement c'est quoi que les phrases essayent de dire. Mais ici, c'est assez clair que c'est le moment de l'avis qui est le point. Ça fait pas de sens. Mais là, dans ce cas-là, c'est que tu donnes une incitation au municipal de juste émettre des avis comme ça et de décider de l'exercer ou non. Oui, c'est ça. Ce qui est probablement une violation plus pernicieuse des droits de propriété qu'on réalise. Parce que
puis là, je vais me répéter comme à chaque fois, C'est c'est mieux d'avoir des mauvaises règles stables. C'est sûr, d'avoir des bonnes règles stables, c'est mieux, mais c'est mieux d'avoir des mauvaises règles stables que de la discrétion. Parce que là, ce que tu donnes à l'État, c'est un pouvoir de décider quand ça lui plaît, quand ça lui convient, de se prémunir d'un droit sur toi. Et là, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as aucune idée de qu'est-ce que Ouais, tu mais veux faire comme enlever le décision. droit à la plus-value d'un investisseur, c'est complètement stupide. C'est comme si, regarde, Vincent, tu as des valeurs de REER dans tes portefeuilles. Je te dis, à partir d'aujourd'hui, ces REER-là ne montent plus. Là, tu dis comment ça, ils ne montent plus? Ben là, puis tu as juste le droit de les vendre dans 10 ans, quand on va faire le projet. Ah Ben non, là, c'est ça. c'est quoi l'affaire? J'ai dit, moi, je veux avoir mon argent, je vais la placer ailleurs, sacrément. Ben, c'est ça qui arrive un peu avec les Yep. expropriations. Si tu gèles le prix aujourd'hui, mais tu te dis, vous pouvez rester là quand même. C'est parce que la plus-value, c'est à moi, c'est ma propriété, ça m'appartient, cette plus-value-là, c'est pas à toi. Oui, mais en plus, Oui. imagine-toi si la ville n'a pas besoin de l'exercer. Ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle a une incitation à comme se donner un droit de regard quand elle veut, comme elle veut, puis même de les émettre le plus tôt possible, Ben puis oui, peut-être même d'attendre. Puis ça veut dire que ça réduit son coût sur 10, 15, 20, ben, 30 ça n'a ans. pas de bon Mais sens. honnêtement, là, ça, c'est vraiment c'est probablement le truc le plus illibéral qu'il y a au Québec. Parce que généralement, au Québec, tout ce que tu as, c'est des limites sur. C'est qu'on va te prendre une plus grande partie de ce que tu fais après que tu l'aies fait. Donc, au minimum, tu peux te dire, je vais prendre ma décision en conséquent du rendement qui a été affecté par la promesse du gouvernement de me taxer Ben oui. Moi, depuis très que élevé. je lis sur le libéralisme, Vincent, là, depuis des années, en réalité, ce que j'ai toujours compris, c'est que l'élément de base fondamental à tout ça, c'est le droit de propriété. Yup. Mais ici, ce qui est encore plus pernicieux, c'est que l'État peut décider qu'en mettre un terme à ta propriété. C'est ça qui est dangereux, c'est qu'il décide de saisir ton actif. Il est en train de se prémunir d'un droit sur l'utilisation de ta propriété et son droit, son moment de saisie. Fait que dans ce cas-là, ce que tu es Ben en oui. train de faire, c'est que tu es en train de lui donner un pouvoir discrétionnaire, arbitraire, incroyablement important, qui ne va que s'accentuer à travers le temps parce que s'il l'émet très tôt, ben, s'il l'émet maintenant, puis que 20, 30 ans plus tard, il décide, finalement, le projet, il fonctionne maintenant, fait que go. Non! Non, non, non! Ça, c'est encore plus dangereux parce que là, ce que tu fais, c'est que les gens vont juste. L'effet que ça a, c'est que tu vas juste te restreindre de faire des investissements dans tes maisons, tu vas juste devenir locataire, tu vas avoir des Ouais. baisses de. Tu vas avoir beaucoup moins de logements. Ça, c'est le genre d'affaires qui pourrait réduire même l'offre de logement tellement que c'est pernicieux. C'est probablement une des lois les plus débiles que j'ai vues de Ah non, l'histoire du c'est Québec. Puis il y en a incroyable. des affaires débiles qu'on a faites au Québec. Mais celle-là, elle vient de se hisser dans le top 10 Puis, des choses. avez-vous vu comment c'est pernicieux? Elle arrive, elle commence sa conférence de presse. Ouais, bonjour tout le monde. Ben là, Technicalité. je voulais pas trop vous déranger ce matin. C'est quand même quelque chose de très niché. Non, non, c'est pas très niché. Là. Non, C'est la non. base de tout. Tu es en train de viser la base même du système dans lequel on vit. Ah, c'est très niché, c'est des petites technicalités. Mais Il y les a tatas de des journalistes cafés, vont des croire muffins. ça, là. Ah, ils comprennent pas. Ben non, ils y a comprennent pas. je m'excuse, mais il y a un point. C'est même pas juste un truc d'économie ici. Il y a un point philosophique Ben fondamental oui. de l'essence de ce qu'est. Parce que, étant libéral, je ne peux pas dire que l'État ne devrait pas exister, même si on a eu le podcast sur l'anarchie, Ouais, où ouais. est-ce que je disais, je pense qu'on fonctionne beaucoup mieux sans État que ce qu'on réalise, mais une fois que tu as un État, la question, c'est quoi qu'il devrait faire? Si je pense qu'il est inévitable d'en avoir un, ben, C'est ça. comment tu devrais le faire? Ben, tu devrais généralement avoir des règles très stables, très claires, qui limitent sa capacité de faire usage de la discrétion. L'usage de la discrétion, c'est fondamentalement ce qui te permet de violer les droits de propriété comme bon te semble, Exact. quand tu veux, comme tu veux. C'est Ce pas qui juste c'est revient d'avoir. au Parce que tu commentaire de veux. Yann initial où il disait c'est pourquoi, c'est quoi le problème avec le fait que la loi date de 1973? En effet, il n'y a aucun problème à ce que, même si elle était mauvaise, cette loi-là, au moins, elle est la même depuis 1973. Et depuis le temps, les juges et les avocats qui travaillent là-dessus ont Exactement. compris comment elle fonctionne. Là. Exactement. Et là, tu peux te prémunir de certains droits là-dedans. Je vais juste vous lire un autre bout. Je l'ai, le projet de loi. C'est le projet de loi 22. Je l'ai sous mes yeux. Je vous en lis un petit bout parce que moi, ça, c'est une autre affaire qui me fait tilter.
Il attribue au tribunal le pouvoir de fixer une indemnité provisionnelle complémentaire et une indemnité définitive. À l'égard de cette dernière, il établit les différentes approches d'indemnisation selon lesquelles l'indemnité définitive est déterminée et définit certains concepts nécessaires à son calcul, bla, 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 bla. Le projet de loi attribue aussi au tribunal le pouvoir de trancher certaines demandes incidentes et de fixer des dommages et intérêts. Le projet de loi octroie également le pouvoir d'effectuer des travaux préparatoires sur un immeuble ou dans celui-ci à quiconque peut exproprier cet immeuble sous réserve de la remise en état des lieux et de la réparation des préjudices subis. Est-ce que vous comprenez la même chose que moi? Ça veut dire que tu veux contester l'expropriation. Pendant le temps que tu contestes, ils peuvent faire leurs travaux. Ils commencent à démolir. Ils sont tombés sur la tête. Écoute, dans tous les principes de base en droit qu'on a généralement, quand tu fais appel, les préjudices que tu subis ne prennent pas effet. Exemple, tu as commis un acte criminel, tu fais appel, tu ne vas pas en prison tout de suite. Tu vas aller en prison après ton appel. Exact. Hey, on joue au baseball, c'est le même. Je me fais suspendre d'un match, je fais appel dans ma suspension. J'ai le droit de continuer à jouer tant que le tribunal d'appel n'a pas rendu sa décision. Oui, il me semble que c'est des concepts de base. Là. Puis, tu sais, Vincent, tu parlais là, de l'exemple du centre d'achat, moi, je la trouve magique. Il se trouve que mon arrière-grand-père maternel a été exproprié pour construire le chef-d'œuvre architectural que Yann t'a sûrement vu de tes yeux. Vu Vincent, vu que tu ne connais pas l'extérieur de Montréal, vu que ça n'existe pas, ça me surprendrait. Mais Yann connaît assurément le centre d'achat de Dolbeau-Mistassini, qui est une œuvre phénoménale de planification centrale. Voici l'idée de génie qu'ils ont eue à l'époque. Donc, on a la rue principale ici qui était remplie de commerces de chaque bar. Et vous voyez, à un moment donné, la rue s'arrête parce que quelqu'un a eu l'idée de crisser un toit sur les maisons et les bâtiments qu'il y avait là et de faire un centre d'achat à cet endroit ici. Et plein de gens ont été expropriés, dont mon arrière-grand-père à l'époque, où ils ont construit. C'est-tu centre d'achat à la base de la toune des colocs? Ça fait tellement région, cette photo-là, by the way. C'est tellement à ce que je m'attends en dehors de Montréal. Oui, c'est le centre d'achat qui est à la base de la toune des colocs. Ah ouais? T'es-tu sérieux? À moins que je me trompe, là, mais parce que Dédé Fortin vient de... comment ça s'appelle? Pas Saint-Eugène, mais... Je vais te dire ça sera pas long. Voyons. J'ai Girardville dans la tête, mais c'est pas ça, là. C'est... Saint-Thomas-Didyme. Saint-Thomas-Didyme, qui est à peu près à une demi-heure de là. Fait que je penserais que c'est relié à ça, là. Et le plus drôle ou le plus tragique, c'est quand tu vois l'intérieur. Là, la photo est petite un peu, là, mais regardez l'intérieur du centre commercial. On voit très bien que c'est une rue. Et on voit même, regardez, il y a des fenêtres ici, il y a même des places où tu vois des aires climatisées dans les fenêtres en haut parce qu'encore aujourd'hui, il y a des appartements là-dedans. Tu es dans ton salon, puis la vue, c'est sur le Yellow qui est dans le centre d'achat. Le centre d'achat que Dédé Fortin pensait, c'est Place Le Gerbier à Normandin. Ben, c'est ça. À l'époque, c'était une mode. Ils ont voulu en faire partout. C'est l'histoire un peu du Maïs Saint-Roch qu'il y avait. C'est l'histoire aussi à Montréal de... Comment ça s'appelle, là? Simon Rochelot me l'avait dit, là, mais je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais il y en a eu un peu partout au Québec. Et ça, c'était des rues où il y avait... c'était des rues où il y avait de la vie. Là. Puis quand maintenant vous arrivez dans des endroits comme ça, la rue était coupée en deux. On a mis un toit par-dessus les maisons. Il y a des gens qui ont été expropriés pour ça. Et ça m'amène à un autre point, c'est que leur liner est le suivant, Guilbeault, et même j'ai entendu Legault le dire. C'est une phrase extrêmement stupide. Là. Ça montre un peu le niveau de ces gens-là. Il a dit « Personne ne devrait s'appauvrir ou s'enrichir d'une expropriation. » S'appauvrir, je suis d'accord. S'enrichir, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Si vous saviez ce que c'est pour les gens qui le subissent, le préjudice moral et les... Imaginez-vous que vous avez 82 ans, là, puis on vous exproprie de votre domicile. Vous faites quoi, là? Fait que j'avais raison. Une nouvelle maison, vous prenez vous en allez dans un foyer prématurément. Qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est la réalité des gens qui sont expropriés. Donc, oui, s'enrichir, c'est bien parce que au moins, vous mettez un peu un baume
sur la souffrance que vous créez à ces gens-là. Puis là, ils vont toujours te parler d'histoires de terrains de golf abandonnés ou de trucs, mais dans Ouais, le ils vont toujours prendre concret, des cas extrêmes où ben est-ce oui, que tu peux voir même. En fait, puis encore une fois, le principe limitant qu'on a spécifié tantôt permet, si mettons par exemple, tout ce que tu as, c'est un terrain de golf, ou même, allons-y comme ça, quelqu'un utilise sa propriété pour brûler des pneus, puis ça endommage, tu sais, ça fait de la pollution ouais. atmosphérique pour tout le monde autour. Puis que il insiste à continuer de faire ça. Right? Puis que tu peux dire, ben, il insiste, puis il continue de payer les amendes. Ben, dans ce cas-là, peut-être que l'expropriation peut avoir une justification. Fine. Mais ici, remarque que le principe limitant pourrait être appliqué si on peut mieux utiliser. Mais ils ne nous disent pas, parce que il y a un truc qu'elle a dit qui m'a encore plus frappé maintenant que j'y pense, c'est le chiffre qu'elle a dit. Puis ça, c'est juste son ministère, c'est le ministère du Transport. C'est pas les affaires municipales, c'est pas le ministère de l'Environnement, c'est Je pas. trosse encore moins les municipalités, m'a dit ben Alors franc. Ben que eux oui, autres, c'est mais le sont chiffre, à c'était, watcher, elle eux dit autres. chaque année, il y a 1000 dossiers actifs du ministère des Transports chaque année. Pardon? 1000 dossiers d'expropriation chaque année? C'est quand même assez élevé comme chiffre. Dis-moi dans le Oui, pourcentage de ce 1000-là, qu'est-ce qui est nécessaire? c'est quoi les justifications? Donne-moi là, les Ouais. cas par cas, là. Allons-y. C'est quoi la proportion qui se qualifie dans le cas extrême que tu mentionnes, où est-ce qu'il y a clairement une externalité positive que l'État peut permettre à la société d'acquérir en faisant l'expropriation? Ben, Parce que c'est ça que tu essaies de faire. Tu essaies d'acquérir, tu essaies de c'est une générer quelque chose. captation de la propriété par l'État. Là. Exactement. Ou dans combien de cas, c'est ça? Dans combien de cas, c'est juste à toute fin pratique que tu es en train d'essayer de saisir la différence entre ce que tu vas donner et ce que la personne aurait demandé si tu avais continué de bider up. Je m'excuse, mais Si, on fait un film pour enfants entièrement basé sur ce principe-là. Là. Je vous ai donné le film Là-haut, là. Ouais. Le gars avec sa maison qui crisse des ballons puis elle monte dans les airs. Là. Tu sais, c'était un film qui était basé sur une expropriation de maison. Là. Tu sais, tu vois, de la grosse construction, tout ça. Film pour enfants, là. Tu sais, c'est des affaires qui touchent le monde pour vrai, puis ça fend le cœur en deux de voir des affaires de même. C'est une technicalité. Là. technicalité. On peut, puis regarde la manière qu'il présente ça. Technicalité. Je te l'avais dit qu'elle allait jouer sur le grid. Je n'étais pas au courant de ce que Legault avait dit, mais c'est exactement ça. On présente le dernier combattant d'une expropriation massive comme étant le greedy de la gang. Il essaie de s'enrichir aux dépens de la société. Non. Ça, c'est comme. OK, premièrement, l'État, c'est pas la société. OK? Non, c'est ça. Ceux qui disent. Ça, là, c'est comme. Il y a juste l'IRIS qui est capable de penser des niaiseries comme ça. Puis apparemment, la CAQ. Ou est-ce que l'État, c'est la société? L'État, c'est le bon père de famille. Comme disait Duplessis, c'est quoi? L'État, c'est le bon père de famille. Il ne dépense pas, il octroie. C'est la même maudite mentalité que l'État, ça doit être le représentant de la société. Ce ne l'est pas. L'État, c'est un outil qui permet à la société de fleurir à un certain degré, mais c'est pas. Il peut être utilisé aussi pour étouffer les mêmes fleurs qui peuvent prospérer. Ouais. Puis, l'État et toutes ses excroissances, là, les villes, les municipalités. Oui, l'État, j'ai inclus tout. Puis là, j'ai envoyé à Frank 2 articles scientifiques parce que la décision tantôt que j'ai mentionnée aux États-Unis, Kelo versus City of New London, était tellement controversée. D'ailleurs, ça a causé c'était une des plus grosses controverses du début des années 2000 parce qu'il y avait 2 choses qui s'étaient passées. Premièrement, tous les gens de gauche ne comprenaient pas pourquoi c'était les 4 juges conservateurs puis un des juges libéraux qui avaient voté. En fait, non, excuse-moi. Il y avait les 4 juges conservateurs étaient en minorité. Ils avaient tous voté de la bonne manière, dans le sens qu'ils disaient tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas exproprier cette madame-là pour les justifications que tu as données. Alors qu'on penserait que les conservateurs, c'est des gens méchants capitalistes qui sont du bord de la grande corporation. Là. Oui, mais c'était les 5 juges libéraux. Ruth Bader Ginsburg, Kennedy, Sotomayor n'était pas encore sur la cour. C'était les juges, puis un qui était sur, on appelle, genre, c'était un des swing justices qui avait voté avec eux. Je pense que c'était John Roberts, le juge que Bush avait nommé, mais les 4 super conservateurs, Scalia, Alito, Thomas, avaient tous dit « Get the hell out ». Ils avaient dit un gros non à ça, que c'était... anyways.
la réaction était choquée politiquement parce que ça ne fitait pas avec les attentes des gens. Mais ensuite, l'autre chose qui s'est passée, c'est qu'il y a eu tellement un backlash que plusieurs États avaient tellement peur de la réaction politique qui vient avec qu'ils ont, dans ce qu'on appelle, aux États-Unis, ça s'appelle eminent domain, et ils ont mis des restrictions dans le sens que moi, je mentionnais sur l'utilisation de l'expropriation. Et ils ont vraiment acéré les choses. Et voici les 2 études les plus citées dans la matière. Adopting either moderate or major eminent domain restriction appears to create no economic ill effect when analyzing differences in trend based on the type of legislation or scope of judicial decision. Premier article. Deuxième décision. Result indicates that states that restricted the use of eminent domain following the Kelo ruling experienced no adverse effect in terms of state employment or in gross state product or county employment and county income in most states and in states most dense counties. Donc, tout le monde a un prix trouvé là. En gros, là, il n'y a pas de coût économique visible à empêcher l'État de saisir ça. Mais ça veut dire qu'au miroir, donner à l'État plus de pouvoir de faire ça va avoir aucun effet positif. Ouais. Fait que ça veut dire qu'au final, saisir la propriété, tu es juste en train de réarranger des choses à des fins qui ne sont pas plus socialement productives. Par contre, elles pourraient être plus politiquement productives. Et politiquement, ça veut dire que tu donnes une nanane à un ami, tu sécures une alliance avec une telle personne. Je m'excuse, mais puis c'est encore plus dangereux parce que dans plusieurs villes, ça va être utilisé parce que dans les villes, là, le copinage entre des chums, je trouve ça beaucoup plus inquiétant qu'au provincial parce qu'au provincial, le pouvoir d'une seule personne étant dilué, mais au municipal, il n'est pas aussi dilué. Fait que, tu sais, des relations de chum à chum. Ouais. Non, ça, c'est. On le voit avec les trucs de zonage. Là. Il y a eu plein d'histoires là. Au cas. Ben oui, au cas. Les gens oublient que la crise de Oka, c'est parce que la ville, il y avait le terrain de golf. Les Mohawks voulaient acheter le terrain de golf. Ça finit le gouvernement fédéral leur a dit non, mais après ça, la ville l'a vendu à un dude à côté. Parce que, puis, pour moins cher que ce que les Mohawks voulaient acheter pour. C'est n'importe quoi. Je veux dire, c'était pas un cas d'expropriation, mais quand je dis que ce que tu fais dans ces cas-là, c'est que tu invites à du copinage qui pourrait avoir des conséquences sociales dramatiques. Ouais. Mais tu sais, c'est parce que. Ils savent tout ce qu'ils font. Non. Sérieusement. Non, c'est des imbéciles, Yann. C'est des crises. Non, je sais, mais je veux dire, eux autres, dans le fond, la CAQ, ils s'en vont toujours jouer dans la législation pour régler des problèmes de court terme apparents qui disent ben là, ouais, on a tel projet, ça gosse un peu. Ouais, pourquoi ça gosse? Ben, il y a un bonhomme, là, il veut pas vendre. Puis non, c'est plus simple que ça encore, je pense. C'est juste pour faire plaisir aux maires qui les écœurent tout le temps. Ils sont écœurés d'aller dans des rencontres avec Valérie Plante, Bruno Marchand, l'autre communiste de je ne sais plus trop où. Ils sont écœurés d'aller dans des rencontres avec ce monde-là, puis qu'à chaque fois, ils leur disent « Ouais, là, c'est parce que nos projets, c'est long. » Puis t'as-tu vu, ils jouent aussi sur cette fibre-là. La fibre que les Québécois sont très conscients qu'au Québec, ça prend une éternité construire quoi que ce soit, puis il y a comme un espèce de cynisme relié au fait qu'il n'y a aucun projet qui avance, il n'y a jamais rien qui se fait. Et qu'est-ce qu'ils font pour réduire les délais? Ils viennent jouer dans ton droit individuel en permettant de commencer des travaux. Ouais, au lieu de déréglementer. Il aurait pu réduire les délais en changeant 2000 affaires. Mais la raison pour laquelle on n'est pas capable de discuter avec ces gens-là, c'est qu'il y a un désaccord philosophique qui est irréconciliable là-dedans. C'est que pour nous, l'existence de ce concept-là se justifie par des cas extrêmes où, par exemple, la vie des gens sera en danger, il y aura un préjudice grave pour le reste de la population, il y aurait, je sais pas, moi, t'as une usine quelque part qui est un peu désaffectée, il y a des déversements dans l'eau, tout ça, ben là, est-ce que la municipalité est justifiée de réquisitionner le territoire pour aller tout le monde s'entend pour dire ça devient débattable sur un terrain. Ça devient débattable. Par contre, eux, et je vais reprendre les mots de la mère. Je vous le dis, ces gens-là, moi, ils m'inquiètent au plus haut point. Regardez, elle, comment elle voit ça, Valérie Plante. Nous étudierons avec attention le projet de loi,
mais ce sera assurément un outil incontournable pour nous permettre de développer nos territoires. Ah, puis Donc, t'as le climat pas loin en arrière. Eh oui, Soulignons oui. une chose en passant. Encore une fois, prémisse, là, Frank a absolument raison quand il dit qu'on est des désaccords philosophiques. C'est qui nous? Nous permettre, vous les la citoyens. ville, vous la ville ou nous la société civile, Pas le les citoyens. marché, l'entreprise privée? Oui, c'est ça. C'est parce qu'ici, il y a caché derrière, dans le choix du mot, je présume, étant donné le point de vue général que la mairesse Plante a déjà exprimé par le passé, que ce point de vue-là veut dire, elle, l'administration publique, le décideur public, et non pas la somme des individus qui prennent des décisions de manière décentralisée sur comment utiliser les ressources qu'ils possèdent. Ce qu'elle présume, c'est qu'elle sait mieux que tous les Montréalais sur qu'est-ce qu'il faut faire. Même chose pour Bruno Marchand, c'est la meilleure manière. Même chose pour Geneviève Guilbeault. Ils ont la présomption que c'est eux qui ont une connaissance supérieure à comment organiser la société d'une manière qui est bénéfique. C'est une prétention d'une arrogance qui est, je m'excuse, qui frise avec la délusion psychiatrique. Mais excuse-moi, là, mais quelqu'un qui dit sérieusement, cet outil-là sera utile pour construire des logements sociaux. Il n'y a pas personne qui peut lever sa main et dire, écoutez, êtes-vous en train de dire que vous voulez exproprier des citoyens pour construire des appartements gouvernementaux? Ça n'arrivera pas, ça. Voyons, Ben, tu ça ne construis, arrivera construis pas des logements sociaux à une place qui avait des maisons. Ah, mais je veux juste souligner un truc super pervers. Si tu expropries, là, ils vont parler des stationnements sûrement à Montréal. On utilise le logement social parce que c'est un mot cute, c'est un buzzword, mais ça Oui, n'arrivera pas, ça. attends une minute. Quand ils vont sûrement utiliser les cas de stationnement ici, Ok, parce qu'à ouais, fair Montréal, enough. c'est ça qu'ils vont utiliser. Mais remarque la chose perverse. Si tu augmentes, si tu réduis le stationnement, tu augmentes le coût d'être en ville avec une auto. Ils vont dire qu'ils ne veulent Mais pas c'est d'auto. sûr qu'ils vont Mais aligner attends, des stationnements. mais C'est attends une minute. sûr à Au final, qu'est-ce qui 100%. va se passer? Les gens ne voudront plus vivre en ville, donc tu vas avoir plus d'étalement urbain. Exactement. Fait que tu vas avoir, les gens vont quitter les villes. Si par contre, ce que tu expropries, c'est des commerces ou des blocs résidentiels, qu'est-ce qui va se passer? Bien, tu es aussi en train de réduire l'offre de logement, mais tu es aussi en train de réduire, surtout si tu dis que tu vas éventuellement saisir. Donc, l'affaire de la règle du point de la vie qu'on parlait tantôt. Si moi, tu me dis que, OK, j'ai commencé à construire, j'ai acheté le terrain, je suis rendu 80% de la production, puis là, la Ville de Montréal me sert d'une notice qui me dit que je vais me faire saisir, est-ce que j'ai envie de continuer le projet? Ou même si je sais que ça peut se passer, est-ce que je commence des projets? Mais au final, ce que tu pourrais faire, c'est, si tu permets à l'État de faire ça, c'est que les gens vont tellement être incertains de leurs droits de propriété qu'ils vont éviter de faire des investissements pour commencer, aggravant ainsi le problème que tu essayes de combattre. Il n'y a pas un foutu journaliste, Vincent, qui a la capacité intellectuelle de comprendre ce que tu viens de dire. Là. Eux autres, Pourtant, tu es capable. Pas de journaliste, toi, sacrément. Ouais, c'est ça, traite-les pas de journaliste. Tu as commencé les 3 premières minutes du show, tu m'as insulté. Je viens de te sortir ta première insulte. Prends-la comme un homme. C'est chien, ça. Ça, c'est vraiment chien. Quand je dis que t'es chauve, c'est pas chien, ça. Tu le dis, que je travaillais pas. Ben, c'est vrai, ça aussi. Tu as dit que j'étais pas bon. Non, ça, c'est pas vrai. T'es bon. Non, mais sérieusement, ils comprennent pas ce qu'ils font. Ils sont en train d'essayer de faire plaisir à des maires qui méritent pas qu'on leur fasse plaisir. Absolument pas. Ces maires-là sont devenus trop puissants. Les fusions municipales, c'est une catastrophe. Regarde les monstres qu'on a créés avec ces fusions municipales-là. C'est une catastrophe. Ils sont devenus surpuissants, ces maires-là. Ils font faire ce qu'ils veulent au gouvernement quand le gouvernement n'a pas de colonne. Non, mais là, il nous reste 35 députés qui ne sont pas caquistes dans ce Parlement-là. Là. Je veux dire, des lois d'expropriation de même, on ne peut pas compter sur Québec solidaire pour aller contre ça. Écoute, attends, je ne serais pas surpris que la meilleure opposition, parce que c'est tellement débile ce qu'il y a dans la loi présentement, que je ne serais pas surpris que Québec solidaire formule l'opposition la plus sauvage, pas nécessairement sur la base du principe, mais sur la base des technicalités. Fait que je suis sûr que l'affaire du point de la vie, ils vont s'opposer. Je suis pas mal sûr qu'ils vont prendre des articles de la loi et ils vont les attaquer. Je ne pense pas qu'ils vont s'attaquer aux principes philosophiques, mais je ne serais pas surpris parce que qu'ils les se autres, mettent à attaquer des points.
c'est un outil qu'ils veulent dans leur coffre à outils. Là. Québec solidaire, cette loi-là est adoptée. Je veux dire, ils sont vraiment contents de ça. Ils disent, hey, imagine-toi tout ce qu'on va pouvoir faire fermer éventuellement la journée qu'on prend le pouvoir. Là. Les stationnements que tu disais tantôt, je veux dire, ils ont un semi-croquant juste à y penser. Écoutez, on pourrait exproprier des stationnements, man. Parlant de semi-croquant, Yann, faut que je vous lise ça avant qu'on passe à la partie Patreon là, pour un autre sujet. Là. Mais écoutez, moi, je vous le dis, j'ai rarement été autant freaké out par une affaire que ça. De voir que ces gens-là ils en jouissent, là, ça devrait vous faire peur au plus haut point. Là. Les villes se réjouissent des nouvelles règles en matière d'expropriation. Et écoute bien ce que je vais vous lire. Ce texte visant à modifier la loi sur l'expropriation prévoit notamment que les indemnités devront être calculées en fonction de la valeur marchande du bien exproprié et non de la valeur au propriétaire ou selon les revenus qu'un propriétaire pourra en tirer dans le futur. Attends un peu, là. C'est parce que la valeur marchande est directement liée à des revenus que tu peux tirer de ta propriété. Non, mais écoute bien ça. Pour nous, c'est de la musique à nos oreilles. C'est quelque chose que l'on demande depuis très longtemps. Ça va nous donner de l'oxygène, nous donner les moyens de nos ambitions quand il est question d'acquérir des terrains, a déclaré mardi la mairesse Valérie Plante en marge de la tenue de l'Agora de la communauté métropolitaine de Montréal. C'est pas de l'acquisition de terrain, ça, Valérie Plante. Ce n'est pas de l'acquisition de terrain, c'est du putain de vol de propriété. C'est du vol. Si tu veux les acquérir, il y a une manière très simple de le faire. Paye. Puis le pire, c'est qu'ils ne veulent pas nous dire. En fait, la question, c'est que tu devrais avoir peut-être un processus où tu prends le rôle, mettons, là. Quand je dis des règles, ça serait un exemple de règle qui serait peut-être un peu meilleur. C'est tu dis, voici le rôle des dernières transactions qu'il y a eu dans la région. On va prendre la plus élevée des transactions et il peut avoir un processus de 5 offres et contre-offres entre la personne qui est expropriée et l'expropriateur. Ça, dans ce cas-là, ça, c'est le genre de limite, parce que dans la littérature, c'est un des exemples de limite qui est imposé. C'est que l'État peut dire, fait que moi, je demande 100 000. OK? J'offre 100 000, l'État. La personne dit 400 000. Bien, au final, la chose, c'est qu'il doit avoir. Puis la personne peut demander un prix, va demander un prix plus élevé, mais tu leur laisses avoir 5 contre-offres. Et si l'État n'est pas capable de convaincre la personne dans le processus, bien, la dernière offre, c'est celle qui est donnée. Fait que si, mettons, moi, l'État dit 100 000, je demande 400 000, l'État dit non, 125. Moi, je vais baisser un peu, 399. L'État va continuer de grimper, va baisser à, mettons, à 150. Puis moi, je veux dire 398. Mais là, on est rendu à 5. Parfait, 3,98. Si tu veux l'acheter, c'est ça le prix. La personne n'avait pas l'air de vouloir budget, mais il fallait qu'elle change le prix par incrément au minimum de X. Tu peux faire des règles de ce type-là. Là, dans ce cas-là, si la ville, après ça, refuse de compenser, là, dans ce cas-là, elle n'a pas le droit. Ça veut dire que la valeur sociale est inférieure à ce que la ville va offrir. Tu peux avoir des mécanismes comme ça qui permettent de déterminer si vraiment c'est la valeur sociale. Une entreprise privée, pas nécessairement le meilleur mécanisme que je viens de donner, mais ça, c'est nettement supérieur à donner tout le pouvoir, soit au niveau provincial au complet ou à toute fin pratique aux municipalités de décider c'est quoi qu'ils vont acquérir, quote-unquote, exproprier. Fuck that shit. C'est un vol. Mais écoute... La belle novlangue. Parce qu'il faut passer sur le Patreon, mais avant, je veux juste, parce qu'on l'avait oublié, hashtag make the PLQ liberal again. Hashtag make the PLQ liberal again. Mais ça va te faire plaisir, Vincent, parce que le passage qui suit, que je dois vous lire, est en droite lignée avec ce principe-là. Eux autres sont contre les libéraux? Ben, je ne sais pas les libéraux comme tels, mais écoute bien. De son côté, l'Institut du développement urbain du Québec, l'IDU, qui représente les promoteurs immobiliers, estime que l'expropriation est un pouvoir exorbitant qui porte atteinte aux droits des propriétaires. Exproprier, ouvrez les guillemets, c'est d'abord confisquer. L'exproprié est dépouillé de son bien contre son gré. Et même s'il avait été d'accord pour vendre son bien, le moment où il est exproprié n'est pas nécessairement celui où il aurait choisi de vendre pour en obtenir le meilleur prix ou les meilleures conditions. Souligne une analyse réalisée par le cercle juridique de l'IDU en septembre dernier. Selon son président, directeur général, Jean-Marc Fournier, d'où l'idée de hashtag make the PLQ liberal again, le vocabulaire change d'une province à l'autre.
mais les systèmes d'indemnisation sont équivalents dans toutes les provinces. Si le Québec réduit la valeur de l'indemnisation et donc la valeur du droit de propriété, cela pourrait réduire l'attractivité économique du Québec, fait valoir M. Fournier dans un courriel. Au minimum. Hashtag make the PLQ liberal again. C'est ça être libéral. Hey, les libéraux, wake up, c'est ça être libéral. That's the shit, man. Caroline, man, faut tout expliquer ici. Cette gang n'est pas bon. Sur ce, ben écoutez, joignez-vous à nous au Patreon. On avait mis les QR codes là, plus tôt dans le podcast. Vous pouvez les scanner. Sinon, ben, vous y allez manuellement. Patreon.com/iSénéchal.